retour sur le plateau de la semaine de l'écho. La France a dépassé le cap des 25 licornes, ces start-up non cotées et valorisées à plus d'1 milliard d'euros. L'an passé, ces jeunes entreprises à forte croissance ont collecté plus de 11 milliards et demi d'euros, un chiffre en constante augmentation. Exotech est l'une des dernières à rejoindre le club. Ce lundi, le fabricant de robots préparateurs de commandes a levé 293 millions d'euros auprès de fonds américains et français. De quoi financer son développement. Pour en parler, je suis avec son fondateur et président, Romain Moulin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors tout d'abord, félicitations. Expliquez-nous que font vos robots, que font-ils de mieux que l'être humain ? Alors nos robots vont intervenir à chaque fois que, mettons que vous passez une commande chez un e-commerçant, vous commandez un livre et un crayon. Les humains, d'habitude les opérateurs, font jusqu'à 15 km par jour pour arriver à mettre ce livre et ce crayon ensemble et vous les envoyer. Donc le principe de nos systèmes robotisés, c'est d'avoir des robots qui naviguent dans un stock, qui peuvent monter jusqu'au plafond à 12 mètres de haut et qui vont redescendre les articles aux opérateurs qui eux du coup restent en dehors du stock pour leur permettre de travailler beaucoup plus vite et d'avoir des conditions de travail bien meilleures. Donc on va intervenir dans tous les entrepôts, que ce soit pour le retail ou le e-commerce. Justement, qui sont vos clients ? Ce sont des grandes marques ? Ce sont des distributeurs du e-commerce ? Oui, nos clients, dans les grandes marques, chez nos clients, on a Uniqlo par exemple, on a Carrefour, on travaille pour Leclerc, on travaille pour Gap, Ariat qui fait du e-commerce, Decathlon pour lesquels on a beaucoup d'entrepôts un peu partout en Europe. Donc tous les grands noms, toutes les grandes marques du retail ou du e-commerce peuvent avoir besoin de nos services. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette partie, de cet aspect logistique du e-commerce qui, on le sait, a largement profité de la crise sanitaire ? Alors la graine d'Exotech, c'était en 2014, c'est le moment où Amazon a annoncé que cette technologie de robot Kiva qu'elle avait rachetée, ils allaient la garder totalement en interne et arrêter de le vendre à l'extérieur. Et c'est simplement cette petite chose qui nous a mis la puce à l'oreille avec Renaud, le cofondateur, et qui nous a fait commencer à réfléchir, à essayer de trouver des moyens robotisés d'améliorer la performance des entrepôts. Il s'est avéré par la suite que c'était vraiment un marché en pleine explosion avec d'énormes besoins. Alors, être une licorne, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre développement ? Alors pour nous, ça change principalement, ça nous donne les moyens de notre croissance. Ça va nous permettre d'accélérer sur des territoires comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, de mettre encore plus de moyens pour établir notre empreinte et ensuite, d'un point de vue R&D, de développer toutes les briques technologiques pour arriver à faire des entrepôts. Votre ambition, c'est quoi ? C'est de devenir le leader de cet aspect technologique ? C'est quoi ? C'est de rivaliser avec Amazon ? Tout à fait. Notre simple ambition est d'être le leader des entrepôts robotiques et de proposer à nos clients des performances qui soient meilleures que celles d'Amazon, en fait, qui est une bonne référence en termes de logistique à l'heure actuelle. Et pour être très concret, quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui et quel sera-t-il demain ? Le chiffre d'affaires sur l'année que l'on vient de clore avec Exotech est de 105 millions d'euros et sur l'année à venir va être de 200 millions d'euros. On fait 100% de croissance depuis plusieurs années. Et vous gagnez de l'argent, vous êtes rentable ? On est break-even, donc à l'équilibre. Donc en effet, Exotech a des bases financières très saines. Alors vous êtes la première licorne industrielle française. Comment vous expliquez peut-être ce manque d'intérêt des investisseurs pour l'industrie ? Alors toute la question des startups comme nous, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, c'est sa capacité à grandir vite. Et naturellement, les investisseurs ont tendance à plus passer du temps sur les startups de logiciels, puisque le logiciel est beaucoup plus facile à dupliquer et à scaler, comme on dit. Là où en industrie, ça pose plusieurs challenges. Il faut arriver à scaler des usines, il faut arriver à envoyer des robots chez tous les clients et arriver à doubler son chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça assez naturellement qu'il y a moins de startups industrielles. Cependant, il n'y a aucun problème pour le faire. On est très fiers de l'avoir prouvé. Ça implique une extrême modularisation du produit et de voir très longtemps à l'avance, de préparer les chaînes de fabrication pour être capable de doubler sa production de robots chaque année comme on le fait. Alors justement, expliquez-nous comment vous fabriquez, d'où viennent les différentes pièces, qu'est-ce qui est conçu donc, dans le nord, près de Lille ? Donc, au niveau conception, on va
va dire, création des dessins des robots, tout est fait chez nous à Lille. Et ensuite, la fabrication, on achète différentes pièces dans des fournisseurs qui sont principalement européens, et on assemble, on fait l'assemblage final à Lille. Et l'avantage de ces robots, ils sont très petits, donc on peut les envoyer dans le monde entier. Donc on envoie ces robots lillois, ils partent au Japon, ils partent aux États-Unis, et ensuite, dans chaque pays, on a des divisions qui, elles, s'occupent d'assembler, c'est-à-dire de déployer les systèmes chez nos clients et de les maintenir. Est-ce que vous êtes, et dans quelle mesure peut-être, êtes-vous impacté par les pénuries de composants que l'on voit actuellement, notamment dans l'automobile? Alors pour l'instant, on n'a pas eu de rupture d'approvisionnement chez Exotech, mais je ne vous cache pas que ça nous a coûté de l'énergie et du temps pour en arriver là. Ça a demandé vraiment de vérifier chaque composant un par un, notamment les composants électroniques, donc de descendre à nos fournisseurs de rang 2, de changer certains composants pour arriver à résister à cette pénurie. Mais oui, ça met pas mal de stress sur nos équipes supply. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes basé à Croix très précisément. À l'heure où l'on parle beaucoup de déficit commercial en France, de suppression de postes dans l'industrie, de désindustrialisation, comment peut-on encore être français, industriel et compétitif? Quelle est votre recette? Je pense que la clé de faire de l'industrie en France, c'est de faire des machines avec beaucoup de valeur ajoutée. Il ne faut pas essayer de lutter sur des machines simples et du hardware pur. Il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de logiciels. Les gens chez nous, c'est 70% de logiciels en fait. Ce qui rend possible la création et l'assemblage de ces machines chez nous, où on a vraiment un bénéfice, un bonus à la performance et à la qualité. Il faut y créer des machines extraordinaires, et ça permet de les faire chez nous. En fait, je pense que les Allemands font ça très bien. Beaucoup de nos compétiteurs sont allemands ou autrichiens, parce que c'est la bonne machine allemande, on va dire, à forte valeur ajoutée. Et ça, on a tout ce qu'il faut en France pour pouvoir le faire. Précisément, parmi votre développement, vous avez l'intention de recruter. Qui allez-vous recruter? Est-ce que vous allez recruter des personnes qui ont perdu leur emploi dans l'industrie, ou des jeunes sortis d'école? Comment ça va se passer? On peut avoir les deux types de profils. L'avantage d'Exotech, c'est que c'est une entreprise industrielle, donc on a vraiment tous les types de profils. On va avoir un petit peu les ingénieurs R&D traditionnels des startups, soit en logiciel, soit en mécanique, soit en électronique, mais derrière, on a les gens qui vendent les systèmes, les gens qui assemblent les robots, tous les techniciens qui les déploient, qui les testent et qui les maintiennent. Donc Exotech embauche vraiment tous les profils, comme un groupe industriel. Alors Emmanuel Macron, lui, s'est empressé de saluer l'engouement des investisseurs pour les startups français. Je vous propose de l'écouter. On nous disait que c'était impossible et qu'au fond, la Startup Nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent. Mais collectivement, nous y sommes arrivés, et avec 3 ans d'avance. La French Tech, ce n'est évidemment pas que les licornes, mais je les vois en quelque sorte comme des exemples, des modèles pour l'ensemble de l'écosystème. Derrière, il y a près de 20 000 startups qui, par leur impact, sont essentielles à notre économie. Vous diriez qu'il fait bon entreprendre aujourd'hui en France? Quels dispositifs, quelles mesures vous ont aidé, et qu'est-ce que l'on pourrait améliorer? Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est quand même un bon pays pour entreprendre. Dans la première partie de la vie d'Exotech, les mécanismes qui nous ont beaucoup aidé, c'est la BPI en fait, qui centralise tous les La Banque publique d'investissement. remboursables. Tout à fait. Qui vous permet en fait d'avoir un effet de levier. À chaque fois que vous donnez de l'argent, la BPI passe derrière pour quasiment doubler ce que vous arrivez à lever. Et ça, dans les premiers moments d'une startup, c'est très important. Et ensuite, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est aussi un afflux de capital étranger, une disponibilité de liquidité qui fait que même dans les étapes suivantes d'Exotech, où on a levé plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions, les investisseurs étaient là, disponibles. Donc la France commence vraiment à avoir une très belle renommée sur la place internationale qui nous permet d'accéder à des gros capitaux. Alors précisément, qui sont ces investisseurs qui misent sur vous? Comment est réparti votre capital entre Américains, Britanniques, je crois, et Français? Ouais. Donc les investisseurs du début sont Briga, 360, Iris, qui sont des investisseurs français ou européens, dirons-nous. Et sur le dernier tour, enfin l'avant-dernier tour et ce tour-là, nous sommes allés voir Etis Reiners, qui est londonien, mais qui aussi travaille aux États-Unis et en Israël, et Goldman Sachs, très américain naturellement.
Donc c'était aussi une volonté de notre part de ramener dans notre table de capitalisation des investisseurs avec une forte connotation internationale ou États-Unis pour nous tirer à l'extérieur, nous ouvrir des portes et nous donner cette visibilité. Pour autant, la France, elle reste derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni en termes de levée de fonds, sans parler évidemment de la Silicon Valley américaine. Comment analysez-vous ce phénomène? C'est un rattrapage français? Oui, je pense que la France a vraiment tout ce qu'il faut, les systèmes d'éducation, maintenant les mécanismes en place pour pousser les startups. Donc je pense qu'on va continuer à monter dans le classement par rapport à l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis. Je pense que la France n'a pas à rougir. On est en bonne voie. Le plan France 2030, le plan du gouvernement d'investissement, il prévoit 5 milliards pour les startups. Vous diriez que c'est suffisant? Oui, je pense que c'est très bien. Encore une fois, ça va être un effet de levier pour créer les pousses et les faire émerger et arriver jusqu'à un niveau où, comme je disais, on lève quelques dizaines ou quelques centaines de millions. Et là, de toute façon, c'est aux startups d'aller trouver les liquidités chez des investisseurs privés. Donc, on va dire, l'État doit mettre en place les conditions pour pousser les entreprises, pour les faire grandir de manière saine. Mais ensuite, ça reste le capital privé qui est le meilleur moyen de les faire grandir. Et alors au niveau européen, Emmanuel Macron vise 10 géants de la tech d'ici à 2030, c'est-à-dire valoriser, on passe à une autre échelle, à plus de 100 milliards d'euros. Vous y croyez? On est encore loin du compte. Ouais, je pense que quand il avait dit 25 licornes il y a quelques années, on trouvait ça optimiste et on y est arrivé, donc il faut y croire aussi. Alors c'est quoi la prochaine, très brièvement, c'est quoi la prochaine étape? C'est une entrée en bourse? La prochaine, alors maintenant, j'ai envie de dire, l'histoire repart pour plusieurs années, donc on ne se pose pas encore la question de la suite. On a vraiment du travail pour, encore une fois, étendre notre empreinte, créer toutes les gammes de produits pour arriver à développer des entrepôts complets. On va se concentrer là-dessus quelques années et ensuite on verra. Merci beaucoup Romain Moulin. Je vous rappelle que vous êtes créateur et président d'Exotech. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.